Comme on a commencé la dernière fois avec les KPI, on va terminer la discussion aujourd'hui. Juste pour faire un récapitulatif rapide de la dernière séance. En vue de calculer les KPI, on s'est dit la dernière fois que la première chose à faire était d'estimer déjà la capacité de l'équipe. Et pour estimer la capacité de l'équipe, on a vu comment est-ce que on pouvait le faire avec un tableau comme celui-ci. Bon, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo-là, je vous invite à la regarder. Donc, à partir de l'estimation de la capacité, on voit quelle charge de travail on peut prendre pour le prochain sprint. Supposons qu'on a des sprints de 2 semaines. On voit par exemple que là, quand on a fait les calculs, on voit qu'on peut aller sur 53 points. Donc, quand on va prendre des user stories pour le prochain sprint, on ne devrait pas aller trop au-delà de 53. Une fois qu'on a estimé la capacité de l'équipe et que on a démarré le sprint avec un certain nombre de points, à la fin du sprint, il faudra qu'on fasse l'estimation, le résumé, qu'on évalue le sprint, comment est-ce qu'il a été. Et cette évaluation, on l'a fait en fonction des KPI qu'on a récoltés. Ce que moi je fais généralement, c'est qu'à la fin de mon sprint, j'ai des faits saillants. Je montre dans le résumé, dans le rapport de fin de sprint. Peut-être une autre fois, on pourra discuter de à quoi est-ce que ça ressemble un rapport de fin de sprint. Les informations que je capture sont je fais d'abord un récapitulatif, la capacité, on a commencé à combien, ensuite l'engagement. On peut estimer une certaine capacité, mais après il faut qu'on s'engage. Généralement, l'engagement, bon, tous les X6 en termes de points, hein, ça va être la capacité peut être par exemple à n'importe quoi, 50 points. On s'engage sur aussi 50 points et à la fin on livre peut-être 45 points. L'engagement pourrait être la vélocité. La vélocité, elle, bien sûr, c'est la quantité de points qu'on peut livrer en un sprint. Ça veut dire quoi? On commence le premier sprint, on livre un certain nombre de points. Je l'ai également dans ce fichier-ci. Bien. On commence le premier sprint, on livre peut-être 50 points. Le deuxième sprint, on livre 70. Troisième sprint, 75, 80. Après un certain temps, peut-être généralement on attend 3 mois. Les 3 derniers mois permettent de voir la vélocité. Pour ce cas-ci, quand on fait la moyenne pour les 3 derniers mois, il se pourrait que ça donne 60 environ. Mais là, je crois que j'ai calculé sur les 4 sprints. Ça donne 60. On voit que 60, c'est environ la vélocité. Ça veut dire, lorsque l'équipe est au complet, la quantité de points qu'on peut livrer, c'est ça. Cette capacité, on l'a fait pour voir est-ce que l'équipe est au complet. Est-ce que toute l'équipe est là? Si toute l'équipe est au complet, l'engagement sera souvent égal à la vélocité. On a l'engagement à la fin. Quel est le nombre de points qu'on a livré? On récupère ça. Et si on a par exemple des user stories en attente de validation qui sont en cours de test, on peut aussi mettre le nombre de points correspondants. Parce qu'il arrive souvent que l'équipe de développement a terminé de développer. On a peut-être un testeur dans l'équipe qui a fait son test. Et peut-être dans le workflow de l'équipe, il y a une étape de validation du client. Le client fait ses tests d'acceptation avant qu'on passe les user stories à done. Il peut arriver que l'équipe a terminé, mais le client n'est pas disponible pour faire sa part de test. Et dans les cas comme ça, j'ai rencontré des situations comme ça. Et pour ces cas-là, on doit mettre qu'on a peut-être 15 points en attente de validation. Ça montre au client, ça lève un client sur le flag pour lui dire que attention, tu nous retardes dans nos travaux et ça empiète sur nos KPI. Une fois que on a ces faits saillants qui sont remontés, comme autre information pertinente dans le sprint, on a la santé du sprint. Ce graphe-ci, c'est un graphe qui se configure dans Jira. Dans ce board-ci, il se fait très facilement dans Jira. On pourra aussi avoir une autre séance sur la configuration des boards dans Jira, comment est-ce qu'on crée ce board-ci. Non, ça c'est un board que je monitore chaque jour pour évaluer la santé de mon sprint à tout moment.
et à la fin du sprint, je capture son dernier état pour le mettre dans mon rapport. Et cette image-ci, c'est un gadget dans Jira. Ce qu'il me donne comme information, c'est quelle est la quantité de travail qui est en attente, ça veut dire qui n'a pas encore été livré. Voici la quantité de travail qui a été livrée. Cette quantité-là, ça correspond environ à 21%. Donc, je vois que à cette date-ci, où j'ai fait la capture, où j'ai regardé ce bot, j'avais 21% de travail déjà réalisé. Le temps écoulé, 16%. Ça veut dire que là, c'était des sprints sur 2 semaines, 10 jours. Et environ 2 jours sont écoulés. Et les 2 jours écoulés correspondent environ à 16%, vu que les 2 jours ne sont pas totalement écoulés. Ça correspond à 16%. Et je vois que là, j'ai environ 8 jours qui sont restés. Et puis, s'il y a des flags qui sont levés, des flags, ce sont des problèmes qu'on peut, quand un ticket est bloquant, user story est bloquant, on peut pas avancer avec ça, on lève un flag. Donc, ça montre qu'il y a un blocage quelque part. On a cette information ici. Donc, ce graphique-ci me donne un état rapide de mon sprint. C'est un outil clé que j'utilise au quotidien. Donc, quand il démarre la journée, je le regarde, j'ai une idée assez concise de comment est-ce que se porte mon sprint avant d'entrer dans les détails pour savoir tout ce qui se passe. À partir de là, je peux déjà prendre un certain nombre de décisions pour orienter mes actions. Là, c'est la santé du sprint. Ensuite, un autre élément intéressant pour évaluer le sprint, c'est le burn down chart. Ce graphe-ci permet juste de voir la quantité de travail déjà réalisé. Donc, quand je démarre mon sprint avec un certain nombre de points, donc ce sprint-ci, je l'ai démarré avec environ 34 story points. C'est pourquoi là, vous voyez 35 en deçà, 34. Donc, la courbe en gris ici me montre l'évolution normale. Si mon sprint avance normalement, à quoi est-ce que ça devrait livrer? Lorsque ça descend là, c'est la quantité de travail qu'on a qu'il reste au début du sprint. J'ai 35 points. Lorsque je fais une livraison, par exemple, au début du sprint, j'ai 34 points. Si je livre 4 points, la courbe descend. Ma courbe en rouge, ça c'est ma progression. Ça descend là à 30, ainsi de suite jusqu'à la fin. Là, c'est la prévision. Donc, Jira me propose une prévision idéale. Idéalement, ça devait ressembler à ça si je vais terminer. Ce qui fait que lorsque j'ouvre ce graphe-ci et que je vois la courbe rouge est au-dessus de la courbe grise, je comprends que je suis en retard sur l'évolution normale de mon sprint. Mais lorsque je suis en deçà, ça veut dire que je suis en train de livrer plus que prévu jusque-là. Ça veut dire que tout est bon. À chaque fois que je suis au-dessus, c'est mauvais. C'est l'information que je capture dans ce sprint-ci. Lorsqu'à la fin de mon sprint, ma courbe est par exemple ici à 10, je vois que il a manqué 10 points qui n'ont pas été livrés dans mon sprint. Donc ça c'est également une image, un graphe qui est monitoré tout au cours du sprint. Il pourra arriver que la courbe, idéalement la courbe rouge décroît uniquement, mais pas arriver des cas où au lieu de décroître ça monte aussi. Ça monte parce que on a ajouté un travail supplémentaire. Je prends l'exemple ici. Bon, vu que c'est un cas d'illustration, c'est pourquoi les données là ne sont pas toujours réelles. Ce que j'ai fait lorsque j'ai démarré ce sprint-ci, j'ai livré un certain nombre de points. Après que j'ai livré des points, j'ai encore ajouté du travail supplémentaire dans mon backlog, ce qui fait que la courbe est dans un premier temps descendue parce que j'ai livré. Ensuite, c'est encore remonté parce que j'ai ajouté du travail. C'est pourquoi dans ma courbe de changement de scope, vous voyez que là, il y a un changement de 15% parce que j'ai ajouté le travail. Et lorsqu'il y a trop de changements de scope, c'est pas aussi bon. Donc, c'est une alerte que ça envoie. Pourquoi est-ce que le scope du sprint change même quand ça change, vu que les changements, on peut les tolérer, mais il faudrait qu'on ait une certaine marge qu'on peut se permettre. On peut se dire, par exemple, que pour que on puisse atteindre une vélocité satisfaisante pour nos sprints, il ne faudrait pas que le périmètre change à plus de 30%. On peut se permettre une marge de changement de périmètre peut-être 30%. Au-delà de 30%, on va dire au client, là, c'est pas bon, là, il y a problème. On ne peut pas avancer comme ça. Il faut qu'on trouve une solution
pour le problème. Donc, avec ces chiffres-ci, j'identifie déjà les problèmes et on commence à trouver des solutions. En plus du burn-down chart, il y a la courbe de prédictibilité. La courbe de prédictibilité, c'est elle qui nous permet de faire des prévisions à long terme. Lorsqu'on observe ces courbes-ci, on voit que nos prévisions et nos réalisations sont plutôt bonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans nos sprints, on a dit que notre vélocité, c'est 60 points et que chaque sprint, on parvient à livrer 60 points, ça veut dire que vraiment, on a une capacité de planification assez parfaite, 100%. Mais bien sûr, dans la réalité, ça, c'est pas souvent évident. C'est pourquoi c'est vrai que dans sprint, on dit qu'on ne fait pas de la planification. Oui, on ne fait pas de la planification, mais cependant, il y a quand même un certain niveau de planification globale qu'on fait parce que les décideurs, ils veulent savoir, il a sa solution qu'il veut par exemple lancer, il veut savoir quand est-ce qu'il peut lancer. On va pas lui dire que pour chaque jour, on va te dire ce qu'on peut faire. Non, tu lui dis, on peut estimer qu'à telle date, on pourra déjà avoir livré telle fonctionnalité. C'est pourquoi on va faire des roadmaps. Donc, une roadmap, c'est juste un indicateur qui nous dit peut-être le premier trimestre, on va livrer telle partie du travail. Au premier semestre, on aura terminé tel travail. Donc, ça donne une certaine orientation. Et le Scrum Master et ou le chef de projet peut faire cette estimation uniquement en fonction de la vélocité de l'équipe. Et lorsque elle fait cette vélocité, comment est-ce que se comporte cette vélocité avec le temps? On observe sur ce graphe-ci, par exemple, que on a fait une estimation là. On estimait qu'on pouvait faire 80 points. 80 ici étant vu comme la vélocité. On va supposer que on a fait une estimation sur un certain nombre de sprints et on a estimé que la vélocité c'est environ 80. On a 80 points de vélocité, sauf que à la fin du sprint, on a pu faire, on a pu réaliser, là c'est environ 50, on a pu réaliser 50. Le deuxième sprint, on s'est engagé sur 80 et puis on a livré cette quantité. Bon, vélocité là, c'est une petite erreur qui s'est baladée. Normalement, c'est la quantité de travail livrée. Là, on s'est engagé sur 80, on a fait 70, ainsi de suite. Et puis, quand on fait le ratio pour voir notre capacité à estimer, on voit là que là, nous sommes à environ à 60%. Donc, c'est la courbe ici. C'est les chiffres ici. On voit, nous sommes environ à 60% de précision. Ici, on a pu faire un 100%. Bon, on va dire qu'on est une équipe exceptionnelle, on a pu faire un 100%. Idéalement, ce serait bien que ce soit 100% là. On est sûr que lorsqu'on avance une planification au niveau, au comité de direction du projet, on est sûr qu'on pourra tenir dans cette planification-là. On a avancé. Et lorsque on fait cette courbe, on se donne généralement une marge. Ici, je me suis donné une marge de 80 et 120. Juste pour dire que si je suis entre ces deux courbes-ci, si je suis là-dedans, je peux supposer que mon estimation est relativement bonne. Si je suis en deçà, ça veut dire que je suis très optimiste. Ça veut dire que si j'ai par exemple une capacité d'estimation qui est à 60%, lorsque le décideur voit que ma capacité d'estimation est 60%, ça veut, lui, il comprend quoi. Si je lui dis par exemple que je vais livrer un travail dans 2 mois, lui il doit comprendre qu'en fait, je suis en train de dire 3 mois, vu que ma capacité d'estimation n'est pas assez bonne. Je suis très optimiste dans mon estimation. Il doit s'attendre à 3 mois. Alors que lorsque je suis là-dedans, il voit que je suis quand même, les estimations de l'équipe sont quand même assez fiables. Donc, on peut se fier à ce que l'équipe nous dit. Donc, et la prédictibilité, c'est l'une des informations assez importantes, l'un des KPI assez importants pour une équipe agile, sa prédictibilité. Comment est-ce qu'elle peut prévoir l'avenir? Très important, la prédictibilité. En plus, on a la santé du backlog également. On a parlé précédemment de la santé
du backlog du sprint. Lorsque j'ai dit le changement de périmètre ici, dans la santé du sprint, scope change, c'est la santé du backlog du sprint. Ça ne doit pas trop changer lorsqu'on a démarré le sprint. Sinon, l'objectif du sprint peut être en danger. On a là la santé du backlog. Vu que dans le cours, comme on l'a vu, lorsque l'équipe termine un sprint, elle doit immédiatement commencer le sprint d'après. Et pour que l'équipe commence le sprint, il faudrait que le backlog du sprint soit déjà prêt, ou du moins qu'on ait des stories qui sont les stories prioritaires doivent être prêtes pour qu'on les mette dans le sprint et puis démarrer. Et c'est quoi une story qui est prête? Donc, comme on le dit dans le cours, il y a la définition de prêt, definition of ready. L'équipe décide c'est quoi une story prêt pour entrer dans un sprint. Et idéalement, il faudrait que l'équipe de préparation, peut-être les analystes ou le PO, l'équipe de préparation ait toujours une certaine longueur d'avance. Idéalement, on devrait avoir au moins 2 sprints. Ça veut dire que si nous sommes au sprint 5, il faudrait que on ait déjà suffisamment de story pour pouvoir populer, pour pouvoir charger le sprint 6 et le sprint 7 et qu'on travaille déjà à l'affinage du sprint 8. Donc, il faudrait qu'il y ait cette avance-là. Sinon, il peut arriver que l'équipe termine son sprint, elle veut démarrer un nouveau sprint, elle n'a pas de story pour s'engager dans son nouveau sprint, ce qui est très, très problématique. Ça peut avoir des impacts sur le temps, le budget et même la motivation de l'équipe. Donc, il faudrait toujours qu'il y ait cette avance-là. Chaque fois que l'équipe veut démarrer un nouveau sprint, il faudrait qu'il y ait quelque chose dans le backlog déjà prêt, priorisé, affiné pour qu'elle commence. En plus de la santé du sprint, comme autre information, c'est les anomalies. Lorsque l'équipe a terminé un travail, est-ce que quand le client prend pour refaire peut-être les tests de validation, les tests de réception, ou encore lorsque il pousse en production, en supposant que on est 100% DevOps, ça veut dire que dès qu'on a livré dans le sprint, ça part en production. Il n'y a pas de phase intermédiaire d'homologation ou bien de validation encore. Est-ce que lorsque l'équipe dit que c'est terminé, on a des bugs, des anomalies qui sont encore remontées? Si on a un grand nombre d'anomalies, c'est pas bon. C'est souvent bien d'avoir les chiffres d'évolution des anomalies. Peut-être on a une courbe, on voit comment ça progresse. Peut-être au 3e sprint, on avait 15 bugs qui sont remontés. Le sprint d'après, peut-être 10. Après 8, on voit comment ça avance. C'est une information assez pertinente. Donc, globalement, voilà les informations assez pertinentes, les KPI pertinentes qu'une équipe traque tout au cours de ses développements.